Comme rarement vu dans le manga, Eiichiro Oda continue de développer un combat hors de l'arc principal. Je crois même que c'est seulement la deuxième fois. Alors la dernière fois que c'est arrivé, c'était aussi un combat entre dits, celui de Barbe Noire et Ace, avec les conséquences que l'on connaît déjà. Alors nul doute que ce combat sera très impactant pour la suite du manga, et qui sait, peut-être que cette fois-ci Luffy partira à la rescousse de l'eau, tout comme il avait fait pour Ace, mais avec cette fois une toute autre fin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouvel épisode de One Piece Road. Et avant de commencer cette review, je vous invite à liker et surtout à vous abonner, c'est un énorme soutien pour la chaîne. Bon, plus de temps à perdre, passons au banger de cette semaine. Oda, dans ce chapitre 1064, comme à son habitude, nous donne une claque. Alors que beaucoup d'entre nous doutaient de l'équipage de l'eau, moi le premier, il nous rappelle que c'est lui le maître du manga. Il développe ses personnages quand il veut, et surtout, il ne faut jamais douter d'un personnage ou d'un équipage. Alors certes, ils ne sont peut-être pas puissants sur Terre, mais ils maîtrisent les eaux tout comme les hommes poissons qui restent un point faible pour les fruits du démon. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour arrêter un équipage rempli de fruits du démon comme celui de Barbe Noire. Mais avec les paroles de Yonko, Oda insiste bien sur l'utilité des fruits. Si elle insiste autant, c'est qu'il va se passer un truc. Soit ce sera en rapport avec le Yami Yami no Mi puisqu'il annule les pouvoirs des fruits du démon, soit ce sera Shiryu qui est invisible quelque part sur l'île, ou vu qu'Aokiji ne doit pas être loin de la bataille, il va sûrement geler les eaux pour confirmer les paroles de Barbe Noire. D'ailleurs, on a Pudding qui a bien été capturé par Aokiji et Van Augure. On se retrouve donc pour la première fois du manga avec une couverture qui se passe pratiquement en même temps que l'histoire principale. La fille de Big Mom confirme donc la mort de sa mère, même si avec Oda on sait jamais, elle peut être encore vivante, surtout que pour le moment elle n'a pas été extraordinaire. Tout au long de son histoire, même si elle a montré une force incroyable et une résistance excellente, celle-ci a perdu en termes de crédibilité après avoir subi humiliation sur humiliation. En tout cas, si elle est réellement morte, Katakuri devrait donc reprendre le flambeau de la famille et s'allier à Nomugiwara pour la guerre finale. D'ailleurs, la possibilité qu'il essaye de sauver sa sœur avec le reste de l'équipage est plus que probable. Entre-temps, Law lui montre qu'il est digne de ses 3 milliards de berries. Son combat contre Kaido et surtout Big Mom lui a fait prendre énormément de niveau et l'utilisation de son éveil est maintenant beaucoup plus facile. Il résiste parfaitement et inflige même énormément de dégâts au Yonko. Et en parlant de Barbe Noire, il faut vraiment que l'on ouvre son dossier et commencer à dire les termes. C'est quoi ce Yonko à 2 balles? Alors oui, il est très intelligent et il calcule tous ses coups, mais c'est quoi cette puissance? À croire qu'il n'est Yonko que grâce à ses fourberies et non à sa puissance. Il est le symbole parfait du faible devant les forts mais fort devant les faibles. Il est lâche et sans vergogne, et il est juste la version améliorée d'Orochi ou encore Bagi. Enfin bon, je dis tout ça, mais Oda a parfaitement construit son personnage. Barbe Noire correspond à l'exact opposé de ce que peut être Luffy. Tous les opposent, leur caractère, leur manière de combattre, leur intelligence et même leur goût. Mais pourtant chacun d'entre eux cherche la même chose, ils cherchent leur propre liberté. Luffy en permettant à tout le monde d'être égaux à sa manière et Barbe Noire en mettant le monde à ses pieds. Mais malgré ses interventions plus que moyennes, je pense pas que l'on puisse battre Barbe Noire, mais je pense qu'il pourra s'enfuir avec de belles séquelles et peut-être des poneglyphes en moins. Et l'élément qui me fait surtout dire ça, c'est la présence de la marine qui attend le bon moment pour frapper et connaissant Akainu, il ne voudra pas rater l'occasion de capturer à la fois l'eau et Barbe Noire. Nos Nakama continuent de faire chemin à part et plus le temps passe, plus Oda insiste sur le fait que ce ne sera pas Vegapunk qui sera l'antagoniste final de cet arc, sauf s'il veut nous la mettre à l'envers comme à son habitude. Je tiens à noter d'ailleurs la réaction de Franky concernant le système anti-gravité du Vegaforce. Il est fasciné et il est clairement dans son paradis, encore plus qu'il ne l'a jamais été. Et d'ailleurs, nos Mugi ont plus ou moins tous eu un arc où ils brillaient dans le nouveau monde. Nami pour le sauvetage des enfants à Punk Hazard, Usopp en tant que God Usopp à Dressrosa, Chopper et le soin de tout le monde à Zo, Sanji à Whole Cake Island, pas besoin de préciser pourquoi, Zoro et son lien clair avec le peuple de Wano, et du coup pour cet arc, on aura le moment de Franky et toutes les nouvelles inventions. Si Oda continue à suivre ce schéma, il reste donc Brook, Robin, Jinbei et bien sûr Luffy que je ne compte pas, car lui il brille à chaque arc. D'ailleurs, Oda nous fait passer un message pour Luffy, peut-être passé inaperçu pour beaucoup d'entre nous. Lors du SBS 89, il avait dessiné Luffy vieux, mais il avait fait 2 formes. La première si Luffy finit bien, et la deuxième s'il finit mal en gros. Et dans ce chapitre, quand Bonnie a vieilli Luffy, c'est la version où il finit mal qu'Oda nous représente. Nul doute qu'il nous explique que dans tous les cas,
Luffy ne finira pas pépère ses jours, et vu comment il a cramé son espérance de vie, c'est vraiment pas étonnant. Donc ne vous attendez surtout pas à voir la version ressemblant à Garp. Et en parlant de vieillesse, il semble que cela a suffi pour échapper à la vigilance du pacifista. Alors c'est assez anodin, mais j'avais envie de le noter car la première version du pacifista sur Shabondi avait capté le déguisement de Luffy, pouvant laisser penser à une analyse différente qu'une analyse faciale. La supernova en profite pour nous dévoiler que son père n'est pas le tyran que le gouvernement mondial fait croire, mais surtout qu'il est d'une race spéciale. Alors ce n'est même pas étonnant, car juste le fait qu'il soit révolutionnaire le prouve. Sabo avait déjà confirmé sa gentillesse, et le but des révolutionnaires est de sauver les pays sous la tyrannie des nobles. Si Kuma était si horrible que ça, jamais Dragon ne l'aurait accepté. Cette rumeur a dû donc été lancée par le gouvernement mondial et ses unités spéciales. On sait que le CP9 infiltre les pays pour des assassinats ou autres missions, et c'est possible que l'une de leurs missions soit de faire tomber Kuma afin de pouvoir le capturer et faire des expériences sur lui, car il fait partie, tout comme King, d'une race spéciale. Sa race est donc une race pas encore dévoilée, et peut-être avec celle des géants et des Lunaria, l'une des 3 races qu'il manquait à Big Mom. D'ailleurs, Vegapunk confirme bien le lien qu'il a avec les révolutionnaires, et avant de parler de son annonce, on voit qu'il est assez proche de Dragon, vu comment il parle, et que Dragon croit même qu'il lui fait une blague. Le docteur Vegapunk annonce donc sa mort imminente. Alors, s'il pense qu'il va mourir, pour moi, il y a 3 possibilités. Soit il se sent en danger car il est au courant qu'il en sait beaucoup trop, et que le gouvernement mondial veut se débarrasser de lui. Dans ce cas, cela explique pourquoi il est intéressé par l'équipage de Luffy. Il voudra sûrement être protégé par ces derniers. Soit il sent qu'il va mourir de vieillesse car effectivement il a pas l'air tout jeune vu comment on parle de lui, et dans ce cas le fruit de Bonnie peut être une solution, ou sinon une maladie incurable comme Roger en a pu avoir, et dans ce cas rip en avance, hein. Mais dans tous les cas sa mort imminente fera qu'il risque de lâcher beaucoup plus facilement tous les secrets qu'il connaît, et c'est exactement ce qui nous hype pour la suite. L'arc commence en fanfare et la suite risque d'être palpitante. J'espère juste que la bataille entre les 10 continuera et qu'Oda ne va pas nous troller comme à son habitude. Et mis à part ça, l'arc Egghead qui a l'air d'être assez court risque d'être l'un des meilleurs arcs depuis bien longtemps, si ce n'est le meilleur arc de tout One Piece. En tout cas, on verra si Oda continuera à nous tabasser d'infos et de révélations ou s'il se calmera dans 2 semaines, car nous sommes en pause la semaine prochaine, malheureusement. En attendant, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce chapitre, et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche. En attendant, je vous dis salut à tous, c'était Daiku de One Piece Talk, la chaîne où l'on parle One Piece, celle où l'on vit One Piece, et surtout celle où l'on essaye de comprendre One Piece.